Bonjour à tous, alors je me présente, je m'appelle Lola, j'ai 19 ans, je suis passionnée de livres et de littérature en général. Vous ne me connaissez pas encore, c'est pour ça qu'il y a cette première vidéo. J'allais pas faire une vidéo entière à me présenter, je trouve ça un peu inutile et la vidéo aurait été assez courte. Donc je vais faire une première vidéo sur mes lectures d'automne. On voit que je suis pas du tout professionnelle dans le monde de YouTube parce que je regarde de temps en temps le retour caméra. Je vais essayer de le faire le moins possible, donc désolée si c'est un peu dérangeant. Mais voilà, il y a une première fois à tout et de toute façon, faut se lancer. Donc, comme je l'ai déjà dit, je vais vous présenter une vidéo simple pour la première fois, c'est mes lectures d'automne, avec le synopsis, les points positifs et les points négatifs. Je vais essayer de pas trop spoiler les livres pour que vous ayez quand même envie de les lire sans connaître la fin. Mais malheureusement, à certains endroits, je devrais spoiler, donc je mettrai des warnings quand je spoilerai. Mais c'est notamment dans les points négatifs où je serai obligée de spoiler à certains moments, notamment dans 2 livres. Le reste, j'ai réussi à ne pas trop spoiler. Donc maintenant, petite présentation des livres que j'ai lus cet automne. Tout d'abord, on a L'inconnu de la Seine de Guillaume Musso. Ensuite, on a The Way I Am Now de Amber Smith. Ensuite, on a Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Ensuite, plus classique, j'essaie de lire de tout, on a Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde que je n'avais jamais lu. Et finalement, on a Vers la beauté de David Fuenquinos. Je ne les ai pas classés par ordre de préférence, je les ai classés par ordre chronologique dans lequel je les ai lus. Donc le premier livre que j'ai lu cet automne, c'est L'inconnu de la Seine de Guillaume Musso. J'ai aussi mis des conseils d'âge pour chaque livre, donc ce livre je le conseille à partir de 13 ans, parce qu'il n'y a pas de contenu spécialement choquant ou explicite. C'est vraiment un thriller, une enquête que je pourrais conseiller à peu près à tout le monde, à chaque lecteur. Donc c'est le premier livre de Guillaume Musso que j'ai jamais lu, en tout cas écouté, je l'écoutais uniquement en livre audio celui-là. Donc comme je l'ai dit, c'est un thriller et une enquête. Je lui ai mis 3,5 sur 5 étoiles, donc pour moi c'est plutôt une bonne note, c'est la moyenne des notes auxquelles je mets à mes livres. Et donc ce livre va traiter de l'art, de la maladie mentale, de la santé mentale et du rapport à la mort, au deuil notamment. Donc maintenant je vais vous lire le synopsis que j'en ai fait. Lors d'une nuit de décembre, une femme est retrouvée nue au milieu de la Seine. Elle est amenée à la préfecture de police de Paris où elle s'y échappe quelques heures plus tard. Mais grâce aux analyses ADN, on découvre que cette femme n'est nulle autre que Milena Bergman, une pianiste de talent déclarée morte lors d'un crash d'avion 1 an auparavant. Roxane, une enquêtrice de police déterminée, et Raphaël, l'ancien fiancé de Milena, sont amenés à résoudre ce mystère. Comment une morte peut-elle refaire surface? J'adore les thrillers, surtout en automne. Je trouve que les thrillers, les enquêtes, ça va très bien avec le mood de l'automne. J'en parlerai également dans Un automne pour te pardonner. Alors, le principal point positif de ce livre que j'ai trouvé, c'est que des personnages sont très attachants. Pas tous, et ça reviendra dans les points négatifs, c'est que je trouve que Raphaël est un personnage très attachant, surtout grâce à ses vulnérabilités et ses failles. C'est pas vraiment un spoil, mais c'est un homme très seul, qui a une maladie mentale, donc ça je laisse découvrir dans le livre. Mais je le trouve encore plus attachant car il est vulnérable, c'est pas un personnage parfait. Et c'est ce qui le rend autant plus émouvant et on a envie de connaître encore plus son histoire et on a envie qu'il s'en sorte au final. Autre point positif, c'est que l'enquête est très bien construite, c'est qu'on a envie de comprendre, on a envie d'en apprendre plus à chaque détail qui est ajouté à l'enquête, à chaque preuve qui est découverte, on a envie de comprendre, même si parfois on est perdu, on est confus, mais on a envie de continuer à lire, c'est vraiment addictif, on a envie de comprendre mais il s'est passé quoi au final. Donc maintenant, tous les livres ont des points négatifs et celui-là n'y échappe pas. Je n'ai pas du tout réussi à m'attacher à la protagoniste principale, Roxane. Je la trouve extrêmement froide, extrêmement distante avec tout le monde. Elle n'a d'attachement à personne en particulier. Elle est très froide vraiment avec tous les gens qu'elle côtoie et du coup j'ai vraiment pas du tout réussi à m'attacher à elle. Ce qui est dommage quand c'est la protagoniste de l'histoire. Heureusement c'était une sorte de double POV, donc il y avait le point de vue de Raphaël et le point de vue de Roxane, mais c'est vrai que le point de vue de Roxane parfois il m'ennuyait pas parce que c'était le point de vue plus enquête de l'histoire, mais j'arrivais pas à m'attacher à son personnage, j'arrivais pas à ressentir une quelconque empathie pour elle, une quelconque émotion positive pour elle, donc je trouve ça un peu dommage. Après c'était peut-être l'intention, mais
pour un personnage principal, ne pas pouvoir ressentir d'empathie pour lui pendant tout le livre, je trouve ça un peu dommage. Deuxième point négatif, c'est que le thriller est bien construit comme je l'ai dit avant, mais il est très complexe. Il y a énormément de détails et d'informations très difficiles à comprendre. Par exemple, ça parle beaucoup de la mythologie grecque, donc spoiler, notamment de Dionysos. Donc je connaissais un peu Dionysos, j'ai fait quelques cours de latin au collège, mais même avec ça, c'était très compliqué à suivre parfois. On comprend pas toujours les liens, c'est pas tiré par les cheveux, mais ça paraît un peu surréaliste que tous ces liens soient faits par une ou deux personnes, voire même une organisation entière. Et du coup, pour mon premier roman de Guillaume Musso, j'ai trouvé ça un peu difficile à parfois capter tous les détails de cette enquête pour tout aligner ensemble et essayer de résoudre l'enquête à mon rythme, parce que j'arrivais vraiment pas à comprendre là où ça allait en fait. Et le deuxième point négatif, qui pour moi est le plus gros, c'est que je trouve que la fin est un peu brutale, voire soudaine, pour ceux qui ont... Je vais pas spoiler, mais pour ceux qui ont lu le livre, je sais pas si vous comprendrez, mais ça laisse plein de questions en suspens. On comprend la fin, on comprend ce qui se passe, mais je trouve qu'elle arrive tellement d'un coup, tellement brutalement, qu'on n'a pas le temps d'assimiler toutes les informations. Après, on comprend que l'auteur essaye de transmettre le chaos de la scène finale. Néanmoins, je pense pas que ce soit impossible de lier compréhension et émotion dans une scène finale. Surtout que là, c'était une enquête qui durait pendant longtemps. On a enfin compris ce qui se passait dans toute cette histoire. Et je trouve que ça se conclut un peu brutalement avec, un léger spoiler, ça se conclut avec une page d'article publié dans un journal. Donc j'étais un peu déçue. C'est pas que ça laisse une fin ouverte, mais après ça dépend des goûts et des couleurs. Moi je ne supporte pas les fins ouvertes. Je trouvais ça un peu dommage. Donc maintenant on va passer au deuxième livre que j'ai lu cet automne, The Way I Am Now de Amber Smith. Donc celui-là je le conseille pour 15-16 ans. Et 15 ans, je suis gentille. Voilà. Mais après, c'est une duologie. Et justement, je parlerai beaucoup plus de cette duologie dans une vidéo consacrée aux violences sexuelles et sexistes dans les livres, dans les romans, même dans la poésie. Donc j'en parlerai beaucoup plus en détail. Là, je vais un peu survoler pour essayer de ne pas trop spoiler, vu qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Par contre, trigger warning pour ce livre, et même le premier qui sera affiché ici. Ça va parler de viol, d'alcoolisme et beaucoup de santé mentale. Donc ce livre est excellent, je lui ai mis 4 étoiles sur 5, mais il n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, surtout les âmes sensibles ou les plus jeunes. Donc ce livre parle de guérison, de viol, d'amour difficile, d'être un enfant de parents malades, d'alcoolisme, et d'honnêteté et de confiance dans un couple qui est déjà fragile. Maintenant, je vais vous lire le synopsis. Eden rentre à la fac et prépare en même temps son procès contre son violeur, Kevin. Elle va apprendre à se reconstruire, à vivre à nouveau, à faire face à ses démons grâce à ses amis, elle-même et à Josh. En parlant de Josh, celui-ci devra affronter ses propres problèmes et ne pas s'oublier malgré la relation qu'il essaye d'entretenir avec Eden. Josh, on le connaît déjà, on sait déjà ce qui s'est passé dans le premier tome. Sans spoiler, si vous ne l'avez pas lu, vraiment lisez ces livres, ils sont vraiment excellents. Eden, on sait qui c'est aussi, c'est la protagoniste. Et dans ce livre, c'est un double POV avec le point de vue de Josh et le point de vue d'Eden. Donc c'est vraiment très intéressant et ce livre va vraiment se concentrer sur leur relation de couple malgré tout le procès qu'il y a en jeu, toute la guérison qu'Eden doit parcourir et les propres démons de Josh avec son père alcoolique. Les points positifs de ce livre, c'est que ça ressemble un peu au premier point positif du premier livre, mais c'est que les personnages sont vraiment attachants. Donc Eden et Josh, on les connaît déjà. La meilleure amie de Eden aussi, je me rappelle plus de son prénom, je suis désolée. Mais les nouveaux personnages introduits, Dominique et Parker, sont également extrêmement attachants et on sent que c'est pas des personnages qui ont été rajoutés pour combler le vide. Ils ont une personnalité propre, ils font évoluer les deux protagonistes, donc Josh et Eden, chacun de manière différente, de leur propre manière, et ils sont vraiment nuancés. Donc c'est pas des personnages vides, qui n'ont aucune personnalité et qui sont là juste pour être l'ami du personnage principal.
Les personnages sont extrêmement nuancés. Je parle majoritairement de Dominique et de Parker, mais dans ce tome-là, mais Josh et Eden aussi sont extrêmement nuancés. Le frère de Eden aussi, on en apprend plus sur lui, plus sur sa relation avec sa sœur après avoir découvert la terrible vérité que sa sœur s'était faite violer par son meilleur ami. Autre point positif, c'est que la relation entre Josh et Eden n'est pas idyllique du tout. Et donc là, on peut se dire, mais en quoi c'est un point positif ? Mais c'est que leur relation, elle est extrêmement réaliste, surtout compte tenu des problèmes personnels que chacun des deux ont. Donc Josh doit gérer ses problèmes familiaux avec un père alcoolique, avec un manque affectif qu'il a vécu dans son enfance, et Eden avec le viol qu'elle a subi à ses 14 ans. On a deux personnages très torturés, avec chacun leurs problèmes personnels, leurs démons, et donc forcément la relation ne pouvait pas être lisse. Et j'avais peur que dans ce tome la relation soit trop lisse, qu'elle soit un peu faite pour faire plaisir au lecteur, mais justement non. Ils ont des hauts, des bas, des disputes, mais qui sont vraiment très réalistes et qui rend la relation identifiable à ce que nous on pourrait vivre en tant que lecteur. On a chacun nos problèmes. Si on a été dans une relation, on comprendra directement que une relation c'est pas tout beau tout rose, et que justement l'autrice l'a très bien représenté dans ce livre, c'est que la relation n'est pas du tout linéaire. Troisième point positif, c'est le fait qu'il aborde des sujets difficiles, notamment au moment du procès, notamment celui de la culture du viol. Pas un sujet qui est facile à aborder du tout, mais je pense qu'il est nécessaire d'être abordé, surtout dans les livres, les médias, les films, dans les journaux, surtout compte tenu dans la société dans laquelle on vit, dans les événements actuels qui se passent soit en France, soit dans le monde. Je pense que c'est vraiment des sujets nécessaires d'en parler. Et ce livre le fait vraiment avec justesse, subtilité et du point de vue de tout le monde. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que on voit le point de vue de tout le monde dans ce livre sur le viol qu'a subi Eden, ou en tout cas sur le violeur Kevin. Que ce soit les jeunes que Kevin a côtoyés quand il était au lycée, ce que eux en pensent, les victimes elles-mêmes, sur comment elles se perçoivent, sur comment elles ont vécu ça, sur comment elles se sentent. Est-ce qu'elles se sentent comme victimes ? Il y en a qui se sentent coupables, il y en a qui se sentent pas légitimes à parler. La culture du viol est vraiment traitée avec subtilité, mais avec justesse. L'autrice ne tourne pas autour du pot, elle essaye pas d'embellir les choses. On se rend vite compte que la justice vit encore avec cette culture du viol, que ce soit dans le livre ou même dans notre société en général, on va pas se mentir, en posant des questions telles que qu'est-ce qu'elle portait, est-ce qu'elle avait bu, est-ce que il ou elle a dit non, est-ce que il ou elle l'a pas un peu cherché. Donc je pense que c'est important que des livres comme The Way I Am Now et The Way I Used to Be puissent parler de cette culture du viol qui est un sujet, je pense, central dans la société et un problème vraiment qui n'est pas assez discuté, et le fait que des livres comme ça soient dirigés vers la jeunesse, parce que c'est du genre young adulte, donc c'est pour les jeunes entre 16 et 20 ans, je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, les points négatifs, parce que même s'il a eu 4 sur 5, il a forcément des points négatifs, là ça va être selon les goûts et les couleurs, et un peu de spoiler arrive, c'est que la fin laisse une grosse question en suspens, et moi, personnellement, en tant que lectrice, ça me frustre. Je sais que certains préfèrent quand la fin n'est pas claire, comme ça peut laisser interprétation au lecteur, le lecteur se fait sa propre fin. Mais moi, ça me frustre parce que pendant tout ce livre, je me disais, tout tourne autour du procès. Et on a évidemment envie que Kevin soit condamné. Et le fait que cette question ne soit pas répondue, ça me frustre, ça me tend. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, même si je comprends évidemment l'idée que au final la question c'est pas ça, la question c'est pas de savoir si Kevin il sera condamné ou pas, mais la raison pour laquelle Eden et les autres victimes ont fait tout ça, c'est pour que leur voix soit entendue. Et donc je comprends un peu ce côté de laisser la fin en suspens, parce que c'est pas la condamnation en elle-même qui compte dans ce livre, mais c'est plus le fait que Eden, qui avait des grosses peurs de parler au tribunal, au procès, au juge, l'ait finalement fait, qu'elle a dépassé cette crainte pour elle, mais aussi pour les autres. Donc je peux comprendre, mais je déteste les fins ouvertes. Mais ce qui m'a le plus déçue, c'est qu'on n'ait pas de nouvelles d'un personnage du premier tome, Mandy, la sœur de Kevin, qui elle aussi, on a découvert qu'elle s'était faite agresser sexuellement par son frère. On n'a aucune nouvelle d'elle durant tout le livre. On a, je crois, pendant un chapitre, il la mentionne, il mentionne elle, ses parents,
Mais on n'a aucune nouvelle d'elle, alors que dans le premier tome, elle était quand même un personnage assez central. Elle harcelait Eden, on comprenait pas trop pourquoi, et à la fin on se rend compte que c'est grâce à elle si Eden a pu libérer sa voix par rapport à ce qu'elle avait subi. Et dans le deuxième tome, on n'en parle pas du tout. On parle de l'autre victime de Kevin, donc son ex-petite amie. Elle est mentionnée plusieurs fois, et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Mais Mandy, elle est complètement oubliée dans ce livre. Donc je sais pas si c'était voulu ou pas du tout, mais j'ai trouvé ça quand même un peu dommage parce que je m'étais attachée à Mandy et je voulais savoir forcément ce qu'elle était devenue en tant que sœur de l'agresseur et victime de son frère. Donc maintenant, je vais vous parler de ma troisième lecture d'automne, Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. J'en avais beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, beaucoup de bien dit sur ces livres, la série Seasons, donc c'est le premier tome de la série Seasons de Morgane Moncomble. Et je me suis dit, allez, c'est l'automne, lance-toi. Et je n'ai pas été déçue. Trigger warning. Cette fois-ci pour du bizutage et du harcèlement. Les scènes sont décrites de manière très graphique. Donc, si vous êtes sensible à ça, attention, ça peut choquer. Même moi qui ne suis pas spécialement sensible au bizutage, car j'en ai jamais vécu moi-même, j'en ai jamais vu, ça m'a choquée. J'ai été un peu déstabilisée. Mais de toute façon, c'est prévenu au début du livre, il y a des trigger warnings prévenus dans le livre sur le bizutage et le harcèlement, mais je préfère le mettre ici au cas où. Je le conseille pour 16 ans et plus. Déjà pour le côté bizutage et harcèlement qui est assez, graphique, qui est assez explicite. On voit les actes, ils sont décrits avec beaucoup de détails parfois, mais aussi il y a du contenu sexuellement explicite, consenti, mais quand même... c'est pas à mettre entre toutes les mains, quoi. Ce livre, on me l'a beaucoup décrit comme une romance, mais en le lisant, je me suis rendu compte que je m'attachais beaucoup plus au côté enquête du livre que au côté romance. Je dis pas que la romance était mal écrite, pas du tout, je l'ai trouvée plutôt bien écrite. Mais étant plus une fan de thrillers et de livres sur les enquêtes, je pense que je me suis beaucoup plus attachée à l'enquête du livre que à la romance entre les deux personnages. Rory, l'ancien harceleur de Camélia, maintenant apprentie avocate, est décédé mystérieusement. Apparemment tué par Lou, son ancienne meilleure amie, également ancien tourmenteur de Camélia lorsqu'ils étaient au lycée. Camélia a une soif de vengeance à cause de tout ce que Rory, Lou et le reste de leur groupe lui a fait subir lorsqu'elle était adolescente. Camélia va défendre Lou, non pas par compassion, mais parce qu'elle veut le voir détruit. Mais Camélia va vite avoir des doutes sur la culpabilité de Lou. Autant qu'elle le déteste, elle ne veut pas voir un innocent condamné à tort. En vient donc une enquête menée par Camélia et Lou pour savoir qui a réellement tué Rory, entre Alastair, son jumeau, Sky, son ancienne petite amie, et Gideon, un ami mystérieux. Tout ça dirigé par un dernier jeu sordide de Rory, planifié avant sa mort sur chacun des testaments légués à ses proches. Donc, les points positifs de ce livre, c'est que j'ai trouvé l'enquête incroyable. Vraiment, j'ai beaucoup adoré, j'ai été prise du début à la fin par cette enquête. Vraiment, j'arrivais pas à me décrocher du livre, j'essayais de comprendre. Donc, comme je l'ai lu dans le synopsis que j'ai écrit, sur chacun des testaments, il y a une énigme. Et même en essayant beaucoup de résoudre ces énigmes, j'y arrivais pas. Mais c'était pas frustrant parce que la découverte de la réponse de ces énigmes était d'autant plus satisfaisante parce que si le livre était prévisible, ça aurait été triste. Ça aurait été triste, ça aurait gâché la lecture. Quand on devine la fin avant la fin, c'est horrible. Mais là, vraiment, l'enquête m'a happée. Et plusieurs fois dans le livre, on a des petits schémas. Je vais essayer de vous en trouver un. Exemple parfait, c'est qu'on a des petits schémas en lien avec l'enquête. Vu que Camélia est avocate, elle essaye de résoudre l'enquête comme elle peut. Et l'autrice aurait pu juste écrire Camélia fait un schéma pour essayer de résoudre cette énigme, mais non, on a vraiment des illustrations dans le livre et j'ai trouvé que c'était vraiment un petit plus qui rajoutait du charme au livre, qui rajoutait du charme à l'enquête. Autre point positif, c'est le fait que ce livre traite de sujets profonds tels que le harcèlement, les traumatismes, le pardon, l'amour difficile. Et j'aime beaucoup quand dans un livre des sujets profonds et importants sont abordés. J'aime bien aussi des lectures plus simples, plus douces qui mettent pas mes émotions à chaud, mais
Il y a des moments où j'aime bien que mon cœur soit un peu bousculé, avoir les larmes aux yeux d'émotion, parce que certains moments vont me toucher, vont me rendre triste, vont me choquer. Et je trouve qu'elle le fait très bien, elle en parle vraiment bien. Le prochain point, c'est ni un point positif ni un point négatif, c'est juste une petite aparté, c'est l'écriture de Morgane Moncomble. Elle est très crue, dans le sens où elle est très moderne dans la manière dont elle écrit. Par exemple, à un moment, il y a une scène de baiser entre deux personnages et elle écrit, je crois, j'utilise la langue, les dents et tout le bordel. Bon, c'est pas généralement ce que je lis, c'est pas spécialement dérangeant car ça arrive pas beaucoup, et puis même ça ne change rien à l'histoire ou à la qualité du fond. Mais j'ai trouvé la forme un peu étonnante et on voit que c'est très moderne parce qu'elle parle par exemple de TikTok à un moment, elle parle de la Gen Z. Et donc on voit vraiment que ça a été écrit récemment et je pense que ça m'a pas dérangé. Je sais que ça dérange certaines personnes quand des éléments de la réalité sont inclus dans un livre, genre TikTok, ou quand certains chanteurs, chanteuses, actrices sont inclus dans des livres. Moi ça me dérange pas particulièrement. Là c'était pas dérangeant, c'est arrivé quelques fois. Mais c'était assez drôle à noter. Et puis oui, elle a ce truc aussi, c'est qu'elle met des petites touches d'humour, même si parfois les thèmes sont graves, sont complexes. Elle a toujours ces petites touches d'humour à elle, qu'elle va ajouter dans la remarque d'un personnage, dans le caractère, dans un événement qui va faire que une scène qui était à la base assez grave ou assez tendue devient plus drôle, devient plus légère. Et ça, c'est très agréable à la lecture. Autre point négatif, j'ai l'impression que la vidéo va durer 15 ans, mais c'est pas grave, c'est que tous les personnages sont nuancés. Tous. Même ceux que je déteste, et Dieu sait que il y a énormément de personnages que je déteste dans ce livre. Je dirais pas lesquels pour vous laisser la surprise à la lecture, mais il y en a que je ne peux pas me voir. Et pourtant, ils sont nuancés, ils ont tous leurs qualités, leurs défauts, leurs failles et leurs faiblesses, même si on a l'impression que ces personnages sont, excusez mon langage, mais les rois des connards. Ils ont tous quelque chose, soit un secret, soit une faille, une vulnérabilité. Et ça, j'aime beaucoup le fait que les personnages sont pas tout noirs ou tout blancs, ils sont pas juste gentils ou méchants. Parce que dans la vie, ça marche pas comme ça, les gens ne sont pas juste gentils ou méchants. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que les personnages sont vraiment réalistes, ils sont nuancés. Et ça nous donne un peu d'empathie pour des personnages qu'on déteste. Et c'est un sentiment à la fois horrible parce qu'on se dit mais je veux pas ressentir de l'empathie pour lui, je peux pas me le voir. Mais en même temps, faut bien admettre que tout n'est pas tout blanc ou tout noir dans la vie et que même le roi des connards peut avoir des moments de tristesse qui nous font ressentir de la compassion pour lui. Et le dernier point positif, ça j'en ai parlé avec ma meilleure amie, je sais qu'elle va regarder cette vidéo, coucou, c'est que le personnage principal, donc Camélia, c'est une femme forte et indépendante et donc j'ai lu pas mal de romances cette année, c'était un peu ma découverte littéraire et ce que j'avais un peu de mal, c'était que souvent la personnage principale était un peu, comment dire, un peu fragile, un peu délicate, un peu douce. Camélia, elle est pas du tout comme ça. Camélia, elle est droite au but, elle est ferme. Ça peut plaire, ça peut déplaire au lecteur, ça dépend du caractère de chacun, mais moi j'ai trouvé ça très drôle, ça change, ça fait vraiment une bouffée d'air frais d'avoir un personnage principal féminin qui ait autant de caractère, qui ose dire ce qu'elle pense, qui s'affirme, qui n'a pas peur de dire les choses, de dire les termes. Et j'ai trouvé ça très agréable et elle ose dire ce qu'elle veut, elle ose prendre les devants, elle prend le lead, vraiment pas fragile, on ressent pas de fragilité chez Camélia, en tout cas au début, mais évidemment, comme chaque personnage dans ce livre, il y a des failles, elle a des vulnérabilités, mais pour autant, ça fait pas d'elle une femme fragile sur laquelle elle doit se reposer sur un homme pour exister dans le livre. Et j'ai trouvé ça très agréable à lire, ça fait vraiment une bouffée d'air frais, je trouve. Alors maintenant pour les points négatifs, spoiler, car il y a 2 points négatifs et les 2 ça va spoiler le livre. Le premier spoiler, c'est un moment lorsque Lou est à l'hôpital après s'être enfui de prison. Celui-ci s'évade en mettant un scalpel sous la gorge de Camélia. À ce moment-là, j'étais perplexe. Je me suis dit, il répète plusieurs fois dans ce chapitre qu'il ne la blessera jamais, que c'est juste une tactique pour sortir, qu'il a envie de s'excuser, qu'il se sent extrêmement coupable de faire ça. Mais non. Je suis désolée, mais c'est non. Un scalpel sous la gorge de quelqu'un, c'est non. Même si tu veux pas la blesser, c'est non. Et en plus, je trouve que... Enfin, c'est pas qu'elle lui pardonne facilement,
Mais c'est que c'est très vite mis sous le tapis. Je comprends, en même temps il y a eu un peu une enquête en cours, lui il s'est échappé de prison donc il est en cavale. Mais pour moi c'est pas un acte anodin de mettre un scalpel sous la gorge de quelqu'un pour s'échapper de l'hôpital. Donc j'ai trouvé ça un peu... Enfin je sais pas, dans une romance, vu que ça reste quand même une romance, j'aurais pas mis une scène comme ça, parce que je me verrais pas moi-même sortir avec un partenaire qui au préalable m'a mis un scalpel sous la gorge pour se sortir d'une situation difficile. Et autre point négatif, mais là c'est un point négatif un peu nul, ça dépend vraiment des goûts et des couleurs de chacun, mais la première scène intime entre les deux, elle était pas vraiment de mon goût. J'ai pas ressenti ce sentiment comment dire, d'excitation. Quand il y a des scènes érotiques dans les livres, c'est fait pour provoquer de l'excitation chez le lecteur. À cette première scène, je ne l'ai pas ressenti du tout. Ça parle notamment de pieds. Moi, c'est pas mon délire. Moi, c'est pas mon kink. Donc voilà, c'est les deux points négatifs que j'ai trouvés à ce livre. Et aussi le fait que ce soit plus vendu comme une romance peut-être que comme une enquête. Je pense que ça devrait être vendu comme les deux. Enfin, je sais pas, je pense pas qu'il y ait de genre littéraire qui fasse ça, mais j'ai trouvé que la romance était bien écrite, même si c'était pas ma partie préférée honnêtement du livre. J'ai beaucoup plus préféré la partie enquête, que j'ai trouvé plus approfondie. Et la partie romance était quand même bien écrite dans le sens où ça va parler du pardon et de la guérison. Donc c'est... alors j'aime pas du tout mettre de trope sur les livres, je trouve ça un peu réducteur, mais c'est un peu un enemies to lovers. Et le fait de parler du pardon, de la guérison, je trouve ça très important et je trouve que c'est bien amené, c'est bien fait. C'est pas toxique du tout parce que je supporte pas les romances qui ont un début sur une base toxique. Mais là, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Donc maintenant, on va parler du portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Donc celui-là, je le conseille à partir de 12 ans, voilà, parce que je pense que tout le monde peut le lire, honnêtement. Il est pas difficile à lire. Je lui ai mis 3,5 sur 5. Donc c'est un bon livre, j'ai vraiment apprécié la lecture. Je le conseille à partir de 12 ans parce qu'il n'y a pas vraiment de scènes gore, il n'y a pas de scènes sexuellement explicites. Donc je pense que tout le monde peut le lire. Donc les thèmes principaux, ça va être la beauté, l'esthétique, l'orgueil, la vanité, mais surtout la morale et les principes des personnages. Je vais vous lire le petit synopsis, même si c'est un livre extrêmement connu, un classique, mais peut-être pour ceux qui ne le connaissaient pas, qui ne l'ont jamais lu, qui ont toujours été un peu rebutés par l'idée de le lire, je vais peut-être essayer de vous convaincre de le lire parce qu'il était vraiment bien. Dorian Gray est un jeune homme charmant, beau et jeune. Un jour, il décide de poser pour son ami Basil, qui est peintre. Lorsqu'il découvre le résultat sur la toile, il est subjugué par sa propre beauté, au point d'en devenir jaloux et vaniteux. Dorian n'a plus qu'un seul souhait, que ce tableau prenne toutes les traces de sa vieillesse et de ses vices, et que sa face, elle, reste intacte. Dorian est véritablement obsédé par sa propre image, par l'idée de la jeunesse et de la beauté éternelle. Ainsi, malgré les vices et les crimes que commettra Dorian durant sa vie, celui-ci ne vieillira pas, et le tableau, lui, deviendra hideux au fil des années. Donc, on va partir sur les points positifs. On comprend très bien que la question de la morale et des principes est omniprésente dans le livre, ça ne va parler quasiment que de ça, en fait ça ne parle que de ça, en plus de la beauté je veux dire, et de la vanité, mais les questions de morale et de principes sont omniprésents, et le fait de suivre un personnage durant tout le livre, donc Dorian Gray, qui est profondément immoral, ça change de ne pas avoir un personnage principal qui est le gentil, de suivre un personnage qui est un peu, c'est pas le vilain de l'histoire, mais on comprend l'idée, c'est un personnage qui va faire des actes immoraux tout au long de l'histoire, et je trouve que de suivre un personnage comme ça, bah ça change. Genre, j'avais jamais lu le livre où on suit le méchant, le vilain, celui qui commet les actes immoraux. J'ai bien aimé honnêtement, le fait qu'à chaque fois qu'il commettait un acte immoral, j'étais choquée, je remettais mes propres principes en question, j'ai trouvé ça très intéressant. Et au début, donc là, léger spoiler, donc on suit la vie de Dorian Gray et à aucun moment il n'est réellement puni pour ses crimes et ses vices horribles qu'il a commis durant toute sa vie. Et je me disais mais c'est vraiment une injustice immense pour toutes ces victimes, qu'elles soient encore en vie ou non. Sauf que j'avais pas encore lu le dernier chapitre et que j'ai lu le dernier chapitre et que je me suis dit ah enfin il est puni pour ses crimes, la roue a tourné, le karma a bien fait les choses.
Et donc je trouve que c'était une bonne manière de rendre justice aux victimes de Dorian Gray, qu'elles soient vivantes ou non, parce qu'il a fait des actes horribles durant toute sa vie. Et donc je trouve que justice est quand même rendue au final et que on en conclut que Dorian Gray est le seul responsable de sa condamnation, qui ne peut blâmer que lui et son orgueil pour ce qui lui est arrivé, pour tous les vices qu'il a commis, pour sa vanité, pour son égoïsme et pour le fait qu'il ait essayé de fuir sa vie. Et autre point positif, c'est que pour un classique de la littérature, il est très facile à lire. Il est vraiment pas compliqué au niveau de l'écriture. Il n'y a pas de termes excessivement compliqués. Les noms des personnages peuvent être un peu difficiles à retenir, par exemple Lord Henry, Lady Monmouth, mais c'est pas très... l'écriture n'est pas compliquée, et si on veut commencer par un classique, je pense que celui-là peut être vraiment très bien. Maintenant, le point négatif majeur de ce livre que j'ai trouvé, c'est que les personnages ne sont absolument pas nuancés, contrairement au livre précédent. C'est que ici, soit ils sont catégorisés dans la case gentil, soit ils sont catégorisés dans la case méchant. Je trouve ça extrêmement réducteur parce que, comme je l'ai dit plus tôt, la vie c'est pas quelqu'un est gentil ou quelqu'un est méchant. Il y a de la nuance, il y a du gris autour du noir et du blanc. Et ici, par exemple, le personnage de Basil, c'est quasiment un saint. Il ne fait aucune erreur, aucun vice, il n'a aucun péché. Alors que Dorian, lui, ou même Lord Henry, ne font que ça, ils ne font que faire des petits crimes, des petits vices, des petits péchés ici et là. Et je me dis, mais est-ce qu'à un moment on va voir un point positif de Dorian Gray ou de Lord Henry? Et est-ce que Basil, lui, va avoir un défaut quelconque? Eh bien non. Non. Et donc, je trouve que ce livre manque de nuances au niveau de la profondeur des personnages. En fait, on a l'impression qu'on reste très en surface. C'est ok, Dorian, il est méchant, Basil, il est gentil, Lord Henry, il est méchant. Dans la vie, ça se passe pas comme ça. Et on passe au dernier livre que j'ai lu cet automne, Vers la beauté de David Founkinos, que je conseille à partir de 16 ans. Pourquoi? Parce que trigger warning encore une fois, viol et suicide. Je vais pas en parler plus que ça parce que c'est du spoil, mais c'est important parce que en lisant le synopsis, on peut pas savoir que ce livre traite de ces sujets, et je pense que c'est quand même important de le préciser pour les personnes les plus sensibles ou n'ayant pas envie de lire ce genre de sujet. Et il n'y a pas de trigger warning dans le livre, donc je préfère prévenir. Et ce livre, je lui ai mis 5 sur 5, mais ça veut pas dire qu'il est parfait, on le verra dans les points négatifs, parce que je pense que même un livre qui a 5 sur 5 n'est pas parfait, parce que je pense que le livre parfait n'existe pas, on trouvera toujours quelque chose à redire. Donc ce livre parle majoritairement de l'art, de la création, de la passion, des bouleversements de vie et de la dépression. Donc maintenant je vais lire le petit synopsis que j'en ai écrit. Antoine Duris est un maître de conférences aux Beaux-Arts de Lyon, mais du jour au lendemain, sans prévenir personne, il quitte tout pour devenir gardien dans un musée. Mathilde, la DRH du musée s'étant occupée de son embauche, va se rapprocher de lui, attirée par cet homme mystérieux qui ne laisse rien paraître, qui semble cacher quelque chose. Point positif, donc on va parler un point positif pratique, ce que je n'avais pas fait jusqu'à maintenant, mais c'est que le livre est assez court, il fait 250 pages, et ça peut être pratique pour sortir d'une panne de lecture quand on n'a plus cette envie de lire, que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on n'a pas lu un livre, qu'on n'a pas ouvert un livre. C'est vraiment un livre qui est court et facile à lire. Facile à lire, mais le point positif c'est que je suis tombée sous le charme de l'écriture de David Founkinos. C'est le premier livre que je lis, j'avais même pas lu Charlotte qui est sur ma pile à lire, mais je trouve son écriture très poétique, surtout pour parler des émotions des personnages, des événements autour de la vie des personnages. Il a une plume vraiment qui peut faire penser parfois de la poésie, et il fait cette chose particulière que j'avais jamais vue ailleurs. Je mettrai une petite image ici, mais normalement les petits 1 ou les petits 2 à côté de certains termes dans les livres sont utilisés pour préciser si par exemple la traduction ne peut pas être faite exactement, et donc on met une petite définition en bas du livre. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met des petits 1 à côté de personnages pour par exemple expliciter sa pensée ou poser une question directement au lecteur sur un acte qu'un personnage vient de commettre. Et j'avais jamais vu ça ailleurs, et j'ai trouvé ça très original, j'avais jamais vu ça avant, et je trouve que ça rajoute du charme au livre. L'histoire est extrêmement touchante et émouvante. Elle peut faire écho à plein de monde sur tellement de plans différents, sur les artistes qui aiment juste le monde de l'art, sur les personnes qui sont atteintes de dépression, sur les personnes qui vivent avec une personne atteinte de dépression, sur les personnes qui ont subi
malheureusement des viols, qui sont survivants de viols, les proches de survivants d'agressions sexuelles et de viols. Donc ça peut faire écho à vraiment beaucoup de monde et l'histoire est vraiment très émouvante, très touchante et j'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs moments. Ce livre parle vraiment de sujets très importants, très touchants et ça peut parler vraiment à tout le monde. Vraiment, je pense que ce livre peut parler à tout le monde. Autre point positif, c'est le fait que donc, la victime, spoiler, va voir un psychologue et la manière dont est traitée la santé mentale est très réaliste. Elle le dit elle-même, c'est très furtif, ça dure 2 lignes, mais tous ceux qui sont déjà allés en thérapie, ceux qui ont des problèmes de santé mentale comprendront. Elle dit clairement que ces problèmes ne vont pas se régler en 3 séances chez un psy. Et j'ai trouvé cette remarque évidemment très cynique, mais en même temps très vraie, et le fait qu'on dise la vérité, qu'on dise ce que c'est que de se soigner, de comment est la thérapie, de ce qui se passe en thérapie, c'est important. Et le fait que de dire, même sur un ton cynique, oui, mes problèmes ne se régleront pas en 3 séances, et ben je trouve ça important et intelligent juste de l'avoir précisé. Alors par contre, c'est pas une lecture facile, pas dans le sens de l'écriture, mais dans le sens où forcément, à cause des trigger warnings, les sujets abordés sont très difficiles, surtout si on est une âme plutôt sensible. Ça va dans les... Je sais pas si c'est vraiment un point négatif ou une sorte d'aparté, mais dedans, donc spoiler, il y a une scène de viol qui est très graphique. Elle est décrite, il n'y a aucun détail qui est loupé. C'est très dur à lire, c'est pas facile à lire, donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas le mettre entre toutes les mains, notamment les plus jeunes ou les plus sensibles, ou les personnes ne souhaitant pas lire ce genre de contenu, c'est que la scène d'agression est extrêmement graphique et explicite pendant plusieurs pages. Alors, spoiler, là c'est juste un point négatif mais un peu nul aussi, entre guillemets. Un moment, le personnage d'Antoine, donc il est célibataire et par hasard, il rencontre une ancienne étudiante à lui et il se met à flirter avec elle. Pour moi, c'est non, évite, il ne se passe rien entre les deux parce que l'ancienne étudiante n'en a pas envie. Mais même l'idée de flirter avec son ancienne étudiante, pour moi, c'est non, même si elle est majeure maintenant. Enfin, elle était majeure même quand il l'avait en tant qu'étudiante, mais c'est non, pour plein de raisons. La différence de dynamique entre les deux personnes est tellement grande que pour moi, flirter avec une ancienne étudiante à lui, c'est non. Et ça, je sais pas vraiment si c'est un point négatif ou plus une remarque, mais je trouve que la fin fait très happy end. Alors, à prendre avec des grosses pincettes, hein, parce qu'il y a quand même un viol et un suicide, donc c'est pas quand même la meilleure des happy end. Mais dans le sens où, spoiler, Antoine retrouve l'amour, ils font un hommage à la personne qui est décédée, un très bel hommage par ailleurs qui m'a beaucoup émue, en lui faisant une exposition à titre posthume à son nom, en nommant une des salles de classe de là où Antoine travaille en tant que maître de conférence au nom de cette jeune fille. Mais je pense pas que dans la vraie vie ce soit aussi facile. Après, je n'en sais rien, peut-être que ça l'est, mais j'ai trouvé ça un peu facile comme happy end. Mais évidemment, le livre était tellement compliqué, je pense que une fin plutôt émouvante et sur une note positive était nécessaire, notamment sur le fait de rendre hommage à la victime qui n'a pas pu s'en sortir toute seule. Le fait aussi que l'agresseur soit condamné directement, qu'il l'avoue directement, c'est un peu facile, on sait que ça se passe pas toujours comme ça, voire même rarement. Et je pense que c'était nécessaire de finir sur une note positive parce que le livre est très dur émotionnellement à lire. Donc voilà, on a fini avec les lectures d'automne. Il y avait des bonnes surprises, des très bonnes surprises, notamment avec Vers la beauté. J'ai pas eu de vraiment grosses déceptions, donc je suis contente. J'étais très contente de tous les livres que j'ai lus, de pouvoir faire ces analyses, et je suis très contente de pouvoir lancer cette chaîne YouTube où j'espère que ça vous plaira aussi. En faisant des analyses sur juste parfois des trucs tout simples comme mes lectures d'automne, ou par exemple la prochaine vidéo qui je pense traitera de comment sont abordées les violences sexuelles et sexistes dans les romans, la poésie ou la littérature en général, d'un point de vue objectif, sans jugement sur la qualité du livre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et bye!